Merci de m'avoir invité. Merci d'être venu m'écouter. Donc, je vais vous parler des signalements d'enfants en danger. J'imagine que vous avez un peu une idée de ce que c'est. Ce sont les rapports écrits qu'envoient les travailleurs sociaux aux juges des enfants quand ils estiment qu'un enfant est en danger dans sa famille et que donc le juge doit intervenir, soit par un placement, soit par une aide éducative, soit par une mesure d'investigation. La question que je me posais dans ma recherche était de savoir selon quelles règles, quels critères et dans quel contexte des travailleurs sociaux sont amenés à solliciter la justice pour une intervention dans la famille. Alors l'enquête dont je vais vous parler est un peu ancienne et elle est surtout antérieure à la loi de 2007 qui a, comme vous le savez, réformé la protection de l'enfance. Et aujourd'hui, les travailleurs sociaux de terrain sont censés d'abord envoyer ce qu'on appelle aujourd'hui une information préoccupante au Conseil général et ensuite au Conseil général de transmettre, sauf cas exceptionnel de gravité où là, la saisine peut toujours être directe. Donc certes, l'enquête est ancienne, mais ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que malgré tout, elle a des résultats qui, d'après moi, ont encore un sens aujourd'hui, puisque j'ai pu analyser cette pratique dans sa dimension professionnelle, mais aussi à travers elle des transformations qui touchaient déjà le milieu du travail social et qui se sont parfois même accentuées aujourd'hui. Alors pourquoi je me suis intéressée au signalement? D'abord, juste en quelques mots, dans les années 90, c'était déjà une pratique qui avait un enjeu d'actualité très important à cause de ce qu'on appelait à l'époque la judiciarisation. La judiciarisation, c'est l'augmentation statistique très importante du nombre de signalements qui étaient envoyés à la justice. Pour vous donner une idée, d'après les recensements de l'époque de l'Audace, on était passé de 31 000 signalements envoyés par les administrations sociales en 1994 aux juges des enfants à 56 000 en 2006. Donc presque un doublement en une dizaine d'années. Donc c'est évidemment quelque chose de très important. Et surtout, ça correspondait à une sorte de retournement, puisqu'à ce moment-là, on commençait à parler des signalements parapluies, des travailleurs sociaux qui signalaient beaucoup pour se protéger. Donc on commençait déjà à dire mais ils signalent beaucoup trop, alors que dans les années 80, une dizaine d'années avant, au moment où on commençait à s'intéresser à la maltraitance et ou à faire les premiers décrets, les premières campagnes de sensibilisation, ce qui était dénoncé, c'était le fait que les travailleurs sociaux ne signalaient pas assez, et ce qu'on avait dans les textes, c'était la règle du silence qui régnait dans les services, etc. Et donc, en l'espace de 15 ans, il y a une sorte de retournement dans les pratiques et dans les discours. Les travailleurs sociaux qui étaient accusés de ne pas signaler assez, tout d'un coup signalaient trop. Donc ça, c'était un peu l'enjeu d'actualité. Mais derrière cette question-là, il y avait aussi un enjeu sociologique qui, moi, m'intéressait plus, puisque je suis sociologue. Et donc, la question qui était derrière cette enquête était de m'intéresser aux modalités d'encadrement des familles. C'est-à-dire, les assistantes sociales sont mandatées par l'État pour protéger les enfants et donc ont par ce biais-là une sorte de mandat de surveillance des familles et c'est elles qui vont être amenées à départager les éducations acceptables des éducations qui ne le sont pas, qui mettent en danger les enfants, leur éducation, leur moralité, etc. et qui à ce moment-là vont juger légitime que l'État intervienne dans les familles. Donc c'est cette vieille question de l'articulation entre sphère privée et sphère publique et à partir de quand juge-t-on légitime que l'État, en tant que puissance publique, intervienne dans le domaine privé pour réguler les éducations familiales. Alors cette question-là était une question qui avait été très étudiée par les Foucaldiens, notamment dans les années 70, à travers toutes les théories du contrôle social. Mon intention, quand j'ai commencé ce travail, était de reposer cette question du contrôle social, mais en sortant d'une vision trop globalisante et mécaniste, où on a un peu l'impression que forcément les agents œuvrent dans ce sens-là, pour véritablement aller voir ce qui se passait sur le terrain, quelles
étaient les modalités pratiques de cet encadrement, comment les personnes, donc les professionnels sur le terrain, mettaient en œuvre ce mandat de surveillance à l'égard des familles, avec quels doutes, dans quel contexte, quelles étaient aussi les contradictions et leurs incertitudes par rapport à cette mission qui était la leur. Donc ça, c'était vraiment aller voir concrètement ce qui se passe. Mais ma deuxième intention était aussi de regarder précisément qui sont ces professionnels et de ne pas les considérer que comme, là en l'occurrence, des assistantes sociales et des travailleurs sociaux, mais réintégrer la totalité de leur identité et de leur trajectoire, à savoir regarder aussi comment, en fonction de leur appartenance générationnelle, de leur parcours scolaire, de leur sexe, de leur origine sociale, etc., ils peuvent appréhender cette mission, la mettre en œuvre de façon parfois un peu différente. Donc, c'était aussi regarder ce qui peut créer de la diversité au sein du groupe professionnel et pas simplement regarder ce qui crée une homogénéité et un socle commun. Donc vous allez retrouver dans ce que je vous présente ces grandes pistes d'analyse que j'avais au départ. Donc du coup, vous le voyez d'emblée dans la démarche. Forcément, j'ai été mener une enquête de terrain donc pendant 2 ans. J'ai accompagné des assistantes sociales, donc je féminise parce que le groupe est féminin à 92% et parfois il n'y avait que des femmes dans les services où j'étais, donc ça me semble plus correct de féminiser. Donc j'ai suivi des assistantes sociales dans leur travail quotidien, dans leurs rencontres avec les familles, mais aussi dans les échanges informels entre elles, avec la hiérarchie, avec les partenaires. J'ai mené des entretiens avec elles pour avoir leur vision de leur travail, pour recueillir aussi leur trajectoire et leur vision du métier de façon plus large. Et puis j'ai étudié aussi un corpus de signalements, donc une centaine de signalements que les assistantes sociales avaient produits dans les services que j'étudiais. Donc j'étais à la fois dans les services sociaux de secteur et les services sociaux scolaires qui, là où j'étais, dépendaient aussi du département. C'est une spécificité de là où j'enquêtais. Donc comme il a été dit tout à l'heure, je ne vais pas ici résumer la totalité de mon travail. Je me permets de vous renvoyer au livre si vous avez envie d'approfondir certaines choses. J'ai juste décidé aujourd'hui de mettre l'accent sur des aspects qui sont peut-être moins connus, moins évidents, moins étudiés par rapport à cet acte de signalement. Alors, comment, en règle générale, on appréhende le signalement et comment, notamment, les institutions appréhendent le signalement? Alors, il faut savoir que le signalement est un acte qui est très problématique pour les travailleurs sociaux sur le terrain. C'est une décision qui est vécue comme très difficile et très risquée. Et les assistantes sociales ont le sentiment d'être mises à l'épreuve par le signalement, puisqu'elles doivent trancher entre différents risques qu'elles prennent si elles signalent ou si elles ne signalent pas. Par exemple, si elles signalent, il faut qu'elles trahissent le secret professionnel, ce qui est une possibilité qui leur est donnée par la loi, mais dans une tension assez particulière avec du coup l'obligation de signalement et le risque d'être attaquées en diffamation. En tout cas, c'est un risque qu'elles ont en tête au moment du signalement. Elles prennent aussi le risque d'être désavouées si elles signalent, mais que le juge classe ensuite derrière et estime, lui, qu'il n'y a pas signalement. Elles ont le sentiment aussi de prendre le risque de déstabiliser encore plus la famille. Il y a toujours cette crainte qui vient s'ajouter. Donc ça, c'est les risques liés au signalement. Mais si elles ne signalent pas, elles prennent d'autres risques. Elles prennent le risque là d'être mises en condamnation, d'être poursuivies en justice pour non-dénonciation de crimes, ce qui est arrivé dans les années 90.
ou non-assistance à personne en danger. Elles prennent le risque de laisser la situation s'empirer pour l'enfant. Mais elles prennent aussi le risque de trahir la parole des enfants. C'est le sentiment qu'elles peuvent avoir. Donc on retrouve bien dans cette... là je passe vite parce que je pense que ça fait partie des choses que vous anticipez bien. Mais le domaine de la protection de l'enfance par excellence, c'est le domaine où il y a cette tension entre d'un côté le respect des droits des usagers, le respect de la confidentialité des informations recueillies dans le cadre de la relation d'accompagnement, de la relation d'aide, et puis de l'autre côté, le droit des enfants, la protection de l'enfance et la responsabilité à leur égard. Donc ça, ce sont des tensions qui sont vécues plus ou moins, de façon plus ou moins aiguë selon les moments et selon les moments historiques, je veux dire, et selon les professionnels. Deuxième ensemble de difficultés liées au signalement, c'est ce que j'appelle l'incertitude diagnostique, c'est-à-dire comment évaluer effectivement le danger dans lequel se trouve l'enfant. Il peut y avoir une incertitude qui est liée au manque d'informations, on n'est pas tout à fait sûr des informations qu'on a, on n'est pas sûr des effets négatif d'une situation que l'on observe, et puis on n'est pas toujours sûr, les travailleurs sociaux ne sont pas toujours sûrs de la légitimité des critères qu'ils appliquent. Face à cette double incertitude, à l'incertitude sur ce qu'est le danger et l'incertitude sur l'action à mener, le type d'action à mener face à un enfant en danger, l'institution a tendance à réagir en essayant de clarifier au maximum les choses, c'est-à-dire en essayant de clarifier les critères de danger. Donc il va y avoir des actions de sensibilisation, des actions de formation sur la maltraitance. Maintenant, c'est même une obligation d'être formé sur la maltraitance, notamment pour les travailleurs sociaux qui rentrent en poste depuis la loi de 89. Et puis, le deuxième pan, ça va être une clarification des procédures, avec le guide du signalement, avec des nouvelles lois, des notes de service, la mise en place de cellules de contrôle pour justement que les travailleurs sociaux soient au clair sur leurs obligations, sur leurs responsabilités. Donc, on pense le signalement avant tout comme un acte cognitif, c'est-à-dire comme un jugement intellectuel avec l'idée si on maîtrise les critères d'évaluation du danger et si on maîtrise les règles juridiques et les procédures à suivre, en quelque sorte, dans ce cas-là, la décision peut se prendre de signaler ou pas, peut se prendre en quelque sorte facilement, et on pourra lever toutes ces difficultés dont je viens de parler. Ce que je voudrais là vous expliquer, alors il ne s'agit pas de prendre totalement le contre-pied de cette approche, et dans le livre, il y a beaucoup de choses sur les critères en jeu, les règles juridiques, etc. Mais je voudrais insister aussi sur un autre aspect qu'on oublie bien souvent. C'est justement l'idée que les signalements sont aussi une pratique professionnelle qui s'inscrit dans un contexte de travail bien particulier, qui va être approprié par des professionnels aux histoires différentes, et cette dimension pratique va aussi parfois influencer la décision de signaler ou de ne pas signaler. On considère souvent qu'à partir du moment où on sait si l'enfant est en danger et si on sait ce qu'on a à faire, la décision coule de source. Or, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a des variations, parce qu'il y a notamment deux dimensions très concrètes qu'il ne faut pas oublier. Première dimension, c'est le fait que dans le dispositif, le signalement est avant tout une pratique de recours à la justice, de recours à une instance extérieure.
Et le fait que le signalement soit pas simplement une évaluation du danger, mais implique un recours à une instance extérieure, va avoir des implications très particulières. Donc ça va être le premier point que je vais vous développer maintenant. Et le deuxième point, juste pour l'annoncer, c'est le fait que le signalement engage un travail rédactionnel, est une pratique d'écriture. Et que décrire par écrit une situation de danger n'est pas quelque chose d'évident. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a conceptualisé le danger et qu'on a tous les éléments que forcément le passage à l'écrit va de soi. Donc je commence par mon premier point, la pratique de signalement comme pratique de recours à la justice, mais on pourrait dire à une instance extérieure. À l'époque, c'était la justice, mais on peut facilement transposer les choses. Alors, pourquoi est-ce une dimension importante ? Une fois que les travailleurs sociaux ont repéré qu'un enfant est en danger, le signaler à la justice implique normalement deux choses. Implique le fait qu'on juge que cette pratique soit légitime, c'est-à-dire entre en cohérence avec la conception du travail social que l'on a. Et la deuxième chose, c'est implique que l'on croit dans l'efficacité de cet acte, puisque quand on signale, il y a quand même l'idée que le juge va pouvoir faire, lui, quelque chose pour changer la situation. Or, il arrive que ces deux dimensions interviennent fortement et viennent freiner le signalement ou au contraire favoriser le signalement. La question de l'efficacité d'abord. Ce que j'ai pu observer lors de mon enquête, c'est certains cas, alors ce sont des cas minoritaires, hein, bien sûr, mais qui me semblent très révélateurs, c'est que dans certains cas, les assistantes sociales repéraient des situations de danger et pourtant ne les signalaient pas parce qu'elles anticipaient une inefficacité de l'action du juge. Et ces cas-là renvoyaient en fait à ce que j'appelle des sortes de jurisprudence locale qui existaient dans les services, c'est-à-dire que des collègues ou voilà, des personnes dans le service, des collègues avaient signalé des cas similaires et rien n'avait évolué et donc une sorte de jurisprudence locale faisait qu'on ne se donnait pas la peine de signaler ces cas-là parce qu'on anticipait une inefficacité du juge. Alors quand on regarde plus en avant, ces populations que moi j'appelle des populations infra-signalables, c'est-à-dire qui se retrouvent en dehors du signalement alors même qu'il y a des éléments de danger, renvoyés à deux populations particulières, en tout cas dans les discours des assistantes sociales, des populations qu'elles appelaient des populations quart-monde, c'est-à-dire extrêmement marginalisées, extrêmement fuyantes, et qui, d'après elles, n'auraient même jamais pu être, comme elles me disaient, dans la coopération avec le judiciaire. En gros, venaient même plus au rendez-vous. Quand on leur rappelait l'obligation scolaire, hop, elles fuyaient, elles déménageaient, etc. Et donc là, elles anticipaient une non-prise, en quelque sorte, du juge sur ces familles. Et puis, à l'autre bout de la hiérarchie sociale, les familles bourgeoises, dont elle me disait ça ne sert à rien de les signaler. De toute façon, ce sont des familles qui sont capables d'argumenter, qui vont mettre en place des suivis psychologiques, qui nous rient au nez en nous disant « mais vous n'allez quand même pas m'envoyer un éducateur avec des cheveux longs jusque-là, etc. » Et qui donc, là aussi, n'offrent pas de prise. Alors, ce qui est intéressant, sans doute qu'il y a des services où ces familles sont quand même signalées, etc. Mais en tout cas, c'est juste le fait que l'anticipation de l'effet de l'action judiciaire a un effet rétroactif sur la décision même de signaler ou pas dans certains cas. Et selon les services, telle ou telle population
est considéré comme infrasignalable et donc plutôt au debout de l'échelle sociale, d'après ce que j'ai pu observer. Deuxième chose importante, je vous ai dit, c'est la légitimité même de l'acte de signalement. Là, je vais vous donner un autre exemple, c'est une formation continue, en fait, que j'avais observée, où un cas, donc là, un même cas, était soumis à des assistantes sociales. Il y avait quelques éducateurs aussi venant de services extrêmement différents. Donc tout le monde avait exactement les mêmes éléments sur la situation. Donc en gros, c'était le cas d'une enfant qui venait dire à sa mère qu'une copine à elle lui avait raconté que son père faisait des choses bizarres, voilà, sans vraiment parler d'attouchement, mais voilà. Donc c'était une révélation à 2 degrés. Et on demandait aux travailleurs sociaux qu'est-ce que vous feriez dans cette situation-là. Donc ils se réunissent par groupe, on fait le bilan, 2 positions. Un groupe qui dit moi, je me donne 1 mois pour voir ce qui se passe, recevoir l'enfant, recevoir les parents, faire une évaluation, etc. Un autre groupe qui déclare, moi, dès le lendemain, j'envoie un fax au procureur pour signaler la situation. Donc 2 positions extrêmement différentes, vous le comprenez bien. Donc après, ça a pris des proportions folles parce que chacun défendant sa position. Donc les uns disaient, mais ça ne peut pas être la justice qui tombe comme ça, comme un coup près. On ne peut pas mobiliser comme ça le juge. Et les autres disant, mais nous, notre rôle, c'est plus un rôle... donc eux disant, c'est plus un rôle d'accompagnement, etc. Et l'autre groupe disant, mais non, on a une responsabilité, c'est pas à nous de mener l'enquête est du côté du judiciaire. Donc 2 conceptions de la justice complètement différentes. D'un côté, la justice qui est pensée comme ayant un pouvoir d'investigation propre et étant pensée comme jouant un rôle spécifique en complémentarité avec les travailleurs sociaux. Donc c'est à la justice d'enquêter, de déterminer le vrai. Et d'autres pensant la justice plutôt comme étant dans un rôle quasiment contradictoire avec la mission du travail social, de l'accompagnement, etc. Et donc dans un cas, le signalement était pensé comme un acte de délégation, et dans l'autre cas, le signalement était plutôt pensé comme un acte de délation et de rupture avec l'éthique, en quelque sorte, du travailleur social. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, en regardant de plus près les données que j'avais, c'est que derrière ces 2 conceptions de l'articulation entre le travail social et la justice, on retrouvait notamment le poids de socialisation générationnelle différente. En gros, ce qui ressort, même si ça ne joue pas forcément mécaniquement toujours, d'autres éléments interviennent, mais en tendance, j'ai envie de dire, la génération qui avait été formée dans les années 70 et jusqu'au milieu des années 80, fin des années 80, était celle qui était plutôt réticente au signalement immédiat à la justice. Alors pourquoi ? Parce que d'une part, c'était des assistantes sociales qui avaient été formées dans une école de travail social bien particulière où notamment les théories du contrôle social, les théories foucaldiennes avaient été enseignées. Donc elles avaient cette sensibilité à cette question du contrôle social qu'on retrouvait aussi dans leur pratique professionnelle. C'était elles qui allaient lire les signalements parfois avant de les envoyer, qui avaient un souci de transparence, d'explicitation, etc. Et donc, qui avaient cette idée de la justice, un peu contrôle social, qui du coup freinait un peu le recours. Le deuxième élément, c'est qu'elles étaient entrées en fonction à un moment donné où la question de la maltraitance n'était pas à ce point à l'ordre du jour dans les services qu'aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure rapidement, la question de la maltraitance émerge vraiment comme un point très important dans les années 80. Les premiers décrets, c'est 83. La campagne très importante, en parler, c'est déjà agir, c'est 85. Et après, il y a la loi de 89. Donc c'est à partir de ce moment-là
qu'il y a beaucoup d'informations dans les services, etc. Mais donc, pour cette génération qui était en poste avant, il y a un sentiment d'historicité un peu plus grand par rapport à cette mission qui est arrivée en cours de route. Pour la génération nouvelle, ou en tout cas qui est rentrée dans les services sociaux dans la fin des années 80, mais surtout début des années 90. C'est une mission qu'on leur a inculquées dès l'école. Elles ont eu des formations obligatoires en rentrant dans le service. Et certaines me disent même, moi je suis arrivée dans le service, j'ai eu l'impression qu'il allait avoir des enfants maltraités partout, qu'il fallait surtout pas que je les loupe, que sinon j'allais être responsable, etc. Donc il y a vraiment une attention extrêmement forte, hein, pas une obsession, mais en tout cas c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Il faut savoir aussi que quand on regarde les lectures d'adolescentes, moi je leur demandais ce qu'elles avaient lu, etc. Tous les livres du style Moi Christiane F, etc. Ça fait partie des livres qui ont formé cette jeune génération de professionnels. Parfois même, c'est ça ce qui les a motivés à aller dans ce métier-là. Hein, ça se retrouve dans les lectures de cette génération. Donc c'est vraiment un problème qui est très présent pour elles. Et dernière chose, quand on regarde les programmes des écoles, la question du partenariat est devenue une question centrale, parallèlement à la politique de la ville, etc., quelque chose que l'on enseigne dans les écoles. Et donc, pour ces jeunes professionnels, le partenariat fait partie des bonnes pratiques, et donc la justice est un partenaire parmi d'autres avec lequel on peut échanger, on peut collaborer, etc. Ce n'est pas une instance radicalement différente, c'est un partenaire possible. Et dans la division des rôles, la justice a son rôle à jouer aux côtés des travailleurs sociaux. Donc vous voyez là comment, sur les questions d'efficacité, c'était des jurisprudences de service qui jouaient des contextes, et sur cette question de comment on perçoit la légitimité de la justice, on voit comment là, ce sont les socialisations générationnelles et les histoires des professionnels qui jouent. Alors ça ne veut pas dire que l'ancienne génération signale jamais et que la nouvelle signale tout le temps, etc. Hein, c'est un peu plus compliqué. Mais en tendance, en tout cas, ça pose plus ou moins question à l'une ou l'autre génération, même si au bout du compte, les deux générations le font bien sûr, parce qu'il y a quand même le cadre légal, etc. Mais voilà, ça ne suscite pas les mêmes interrogations, en tout cas. Donc ça, c'était juste pour faire comprendre que voilà, le signalement est aussi un recours à une instance extérieure, et en tant que tel, il pose des questions spécifiques bien au-delà de la simple évaluation du danger. J'en viens maintenant à mon deuxième point et ma deuxième dimension pratique, à savoir que le signalement est une pratique d'écriture. Le signalement renvoie à un texte. Ce texte, en moyenne, sur mon corpus à moi, faisait 6 pages, mais on pouvait avoir des signalements de 2-3 pages et parfois des signalements de 16, 18, parfois même 20 pages, hein, quand c'était des signalements très étoffés. Et ces signalements engagent un travail de rédaction très particulier, même si ça reste un acte exceptionnel que les professionnels ne font que quelques fois par an. C'est vraiment pensé comme une charge de travail supplémentaire. C'est souvent un moment où elles se déclarent indisponibles, où elles sont un peu plus stressées, où elles vont ramener du travail à la maison pour écrire leur signalement, etc. Il faut savoir que ce rapport répond à des règles d'écriture bien particulières qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qui prévalent dans la rédaction d'aides financières, hein, par exemple. Il faut vraiment décrire la situation de l'enfant, il faut recueillir un certain nombre d'informations. Il y a une règle de neutralité, hein, qui pèse fortement, donc il faut peser le moindre mot, il faut bien référencer les citations et les paroles des uns et des autres, etc. Donc c'est un texte qui engage des compétences rédactionnelles très particulières. Et puis c'est un acte aussi qui expose au regard d'autres professionnels, par opposition au travail quotidien d'accompagnement qui se déroule dans le huis clos
souvent du bureau, où on reçoit l'usager en face à face, où on est dans la relation humaine, où on est dans un contact qui passe beaucoup par l'oral. Tout d'un coup, cette pratique vient rompre le travail quotidien et ordinaire parce qu'elle implique un passage à l'écrit et elle implique une exposition de soi et de son travail. Et il faut savoir que le signalement va être lu par le ou la responsable de service, qui donc va aussi apporter ses corrections, son jugement, etc., va être lu ensuite par les membres de la cellule signalement, donc aujourd'hui les cellules CRIP, ou voilà. Et puis après, potentiellement, si ça passe à la justice, par le procureur, qui peut là encore classer sans suite ou pas, et par le juge des enfants qui, là encore, peut décider d'un non-lieu à assistance éducative ou peut se saisir. Ça veut dire que cet écrit va être exposé à 4 regards professionnels avec à chaque fois un jugement non seulement sur la situation de l'enfant, mais aussi indirectement sur le travail qui a été fait d'accompagnement pour justement voir si on doit changer, on doit passer à un niveau de contrainte plus fort pour essayer de changer les choses. Et donc, cet écrit très particulier est vécu comme une véritable mise à l'épreuve par les professionnels, à tel point que quand elles ne sont pas tout à fait sûres du danger encouru dans la famille, c'est-à-dire dans des cas un peu incertains, certaines vont me dire en gros qu'elles n'ont pas signalé par flemme. Qu'est-ce que ça veut dire pas signaler par flemme? Ça veut dire que dans cette situation d'incertitude, le fait de devoir écrire, de devoir mettre par écrit en suivant ces règles, le fait de devoir s'exposer à tous ces regards, etc., leur paraissait trop coûteux et disproportionné. Et donc là aussi, on retrouve la même chose que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans certains cas particuliers, etc., on voit comment il y a un effet de rétroaction et comment l'anticipation de l'engagement concret, de l'implication de cet acte-là va avoir un effet sur le fait de signaler ou pas et sur la décision de signalement. Donc là aussi, on voit que la question de l'évaluation du danger n'est pas la seule chose en jeu. Ce n'est pas qu'un acte cognitif, il se joue bien d'autres choses dans l'acte de signalement. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que face à cette épreuve scripturale, les assistantes sociales que j'ai rencontrées étaient assez inégales, c'est-à-dire certaines avaient des ressources un peu plus importantes que d'autres pour faire face à cet écrit particulier. Et donc j'ai pu identifier 2 types de ressources qu'elles peuvent mobiliser pour s'approprier cet acte d'écriture particulier. Le premier type de ressources renvoie à des ressources finalement assez autodidactes. Ce sont des assistantes sociales qui souvent ont eu des parcours scolaires assez heurtés, mais ont développé en parallèle des pratiques d'écriture très profanes. Ce sont des assistantes sociales, par exemple, qui prennent beaucoup de notes au quotidien dans le cadre des échanges avec les usagers, qui ont leur petit cahier. Alors les noms changent, mon petit carnet, mes petits cahiers, mes cahiers de peintre, enfin chacune a un petit nom pour ses notes personnelles. Et ces notes complètement pour soi, qui au départ ne visent pas à circuler, sont malgré tout une aide pour déjà recueillir des éléments qu'elles vont pouvoir transposer ensuite dans le signalement. Quand elles ont pris beaucoup de notes lors des entretiens, elles ont déjà les éléments écrits qu'elles n'ont plus qu'à remettre en forme. Et puis, ça crée une habitude d'écriture qui, parfois, est transposable pour surmonter cette épreuve. Et puis, il y a un deuxième type de ressources qui, là, concerne plus, en tout cas dans les enquêtés que j'ai rencontrés,
concerne plus celles qui ont été un peu plus loin dans les études, et notamment universitaires, souvent ont une licence de sciences de l'éducation, par exemple, en plus de leur formation d'assistante sociale. Et donc, celles-ci vont pas du tout déclarer être plus à l'aise dans l'écriture, de façon étonnante, alors qu'elles sont à Bac+3, mais ça ne leur donne pas le sentiment d'être à l'aise avec l'écrit, mais ça leur donne la capacité à mieux accepter, en quelque sorte, les corrections de leurs responsables de service. Il faut voir que j'ai assisté à des séances de correction assez étonnantes où la responsable de service reprenait mot à mot le signalement, le corrigeait, parfois en rouge, changeait les termes, etc. Une situation assez, alors pas dans tous les services, mais parfois une situation assez scolaire, et celle qui avait été à l'université semblait se plier en tout cas plus facilement à cette autorité scolaire, et donc du coup intégrait beaucoup plus vite les règles d'écriture qu'elles étaient censées intégrer et arriver ensuite après à reproduire d'elles-mêmes et donc à faire des conclusions plus claires, à être plus neutres, etc. Donc une forme d'incorporation, d'apprentissage par la pratique dans cet échange direct, assez scolaire, mais qui permettait de gagner en assurance, dans l'écriture. Donc là, on voit aussi comment il y a cette mise à l'épreuve qui joue dans le fait de signaler ou pas, mais qui peut être contrôlée ou en tout cas amenuisée, amoindrie par ces ressources qui sont d'origine très différente. Pour finir, en dernier point, j'aimerais souligner un dernier phénomène que j'ai observé à l'époque et qui s'est depuis énormément renforcé au vu des enquêtes qui ont été faites depuis dans différents secteurs. À l'époque, commençait à apparaître dans les services sociaux une injonction à l'évaluation de l'efficacité du travail. Les assistantes sociales avaient des bordereaux d'activités statistiques, par exemple, des bordereaux d'activités à remplir pour dire ce qu'elles avaient fait. Alors, c'était antérieur à la LOLF, donc il n'y avait pas encore tous les enjeux de mesure qui se sont accentués par la suite, mais il y avait déjà cet effort de mise en visibilité du travail. Or, il faut bien avoir en tête que le signalement a pour particularité d'être un écrit, de circuler, comme je l'ai dit, et donc du coup, c'est une pratique de travail qui est facilement comptabilisable, qui est facilement identifiable par les services, et de ce fait, les assistantes sociales avaient le sentiment parfois d'avoir du mal à faire reconnaître leur travail et me disaient, moi, quand juste je reçois une famille dans mon bureau, je la renseigne, je lui donne des conseils, comment je fais apparaître ça dans mon bordereau statistique, c'est du travail invisible, au moins quand j'ai fait un rapport, ça c'est comptabilisable, là j'ai fait quelque chose, la hiérarchie le voit, etc. Et donc du coup, ça crée une sorte d'inégalité entre les tâches de travail, entre celles qui sont visibles, qui sont comptabilisables, qui sont reconnues, et celles qui sont plus invisibles. Et donc du coup, il y a une sorte de réorientation du travail pour privilégier les activités les plus visibles et pour, en tout cas, moins investir les tâches qui sont les moins visibles. Déjà, ce qui était palpable à l'époque, c'est que le signalement devenait une sorte de critère implicite d'évaluation du travail dans certains services, et était valorisée celle qui allait signaler beaucoup parce qu'on considérait qu'elle travaillait beaucoup et qu'on pouvait regarder, voir ce qu'elle faisait, et qu'elles étaient impliquées
impliqués dans cette mission. Alors là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant et ce que j'ai pu regarder, c'est comment les assistantes sociales se positionnaient par rapport à cette conception du travail et à cette valorisation du travail écrit et des pratiques de signalement. Et j'ai pu identifier trois positions. Il y avait les assistantes sociales qui, effectivement, se positionnaient en adhésion avec cette conception du travail, mais qui allait être décrite du coup par les autres comme des fanatiques du signalement. Il y avait une opposition très forte dans le service entre celles qui signalaient beaucoup et qui donc les autres allaient leur dire mais elles signalent à gogo, elles sont fanatiques, etc. Et puis à l'inverse, elle signalait beaucoup moins et disait mais moi je suis plus dans l'accompagnement, je signale moins. Et les autres disaient mais oui, mais en gros elles font rien, elles signalent pas, elles font rien. Donc il y avait une lutte comme ça très importante. Pour faire reconnaître son travail, quel était le travail, le signalement ou l'accompagnement invisible. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout ce que j'ai pu voir, c'est que les deux avaient tendance à surestimer le nombre de signalements qu'elles avaient fait dans l'année. Puisque je leur demandais combien de signalements vous avez fait, mais moi j'allais à la cellule signalement récupérer les signalements qu'elles avaient fait, et même celles qui étaient dans la contestation et disaient « moi je ne signale pas beaucoup par rapport à d'autres, il ne faut pas signaler à gogo, etc. » Elles avaient tendance un peu à grossir leurs chiffres, comme si malgré tout elles étaient quand même sensibles à cette norme d'évaluation du travail, donc dans des proportions moindres, et de fait elles signalaient moins, mais pour faire reconnaître leur travail, elles étaient prises aussi dans ce jeu local où le nombre de signalements était devenu malgré tout un référent qui s'imposait à tous pour montrer qu'on travaillait. Et une troisième position apparaissait, celle des professionnels qui signalaient moins et ne surdéclaraient pas le nombre de signalements qu'elles avaient faits et donc qui n'étaient pas dans ces luttes pour faire reconnaître son travail. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que derrière ces positionnements différents, il y a des pratiques de travail différentes, notamment celles qui signalaient beaucoup étaient celles qui avaient comme référente principale de leur travail leur responsable de service, qui en cas de doute allait tout de suite demander à la responsable. Et celles qui étaient plus dans la contestation, j'ai envie de dire, travaillaient beaucoup avec leurs collègues et avec leurs pairs, et en cas de doute, essayaient de se référer à leur réseau de pairs plus que d'emblée à la responsable, et celles qui étaient en position neutre travaillaient autant avec la responsable qu'avec les pairs et se sentaient plus dans une position d'égalité. Alors derrière ces positionnements différents, on retrouve aussi une question d'ancienneté, mais là pas de génération, mais d'ancienneté dans le poste, puisque celles qui ont un peu plus d'ancienneté ont pu constituer des réseaux alternatifs d'échange avec des collègues, sont moins dépendantes de la responsable, et puis ont un stock d'expérience en quelque sorte plus important pour pouvoir modérer en quelque sorte des injonctions au signalement qui leur viendraient de la hiérarchie ou pour défendre d'autres conceptions du travail. La seule chose qui vient parfois jouer et contrecarrer cet effet d'ancienneté, c'est la question des projets et du rapport au futur, puisque parmi les anciennes, celles qui étaient dans des projets de promotion et passaient notamment les concours pour passer cadre et responsable, étaient dans une logique de socialisation par anticipation, c'est-à-dire s'identifier à la responsable de service et donc s'identifier à cette norme d'évaluation du travail par le chiffre, la mise en visibilité, etc. Et donc se pliaient du coup à cette norme de travail qui passait par notamment le fait de signaler beaucoup. Voilà, à travers ces quelques exemples et ces quelques réflexions, ce que je voulais vous montrer, c'est comment un signalement ne se réduit pas à la connaissance de critères d'évaluation, à la connaissance de règles juridiques. Comme tout acte professionnel, il est complètement inséré dans un contexte de travail qui a ses propres normes,
qu'il y a des rapports de force et donc qui va donner sens aussi au signalement. Et ce sens-là, du coup, va être plus ou moins facilement approprié par tel ou tel professionnel en fonction de sa formation, de sa socialisation générationnelle, de son parcours scolaire, etc. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser le temps de la discussion. N'hésitez pas à réagir si j'ai été un peu rapide sur certains points. Merci beaucoup Delphine Serre. Donc, nous allons prendre quelques questions. Oui, bonjour. Je m'interroge sur le fait que vous êtes intéressé qu'à des assistantes sociales de secteur. Alors, qui signale en termes de proportion? Je ne me rends pas compte, mais parce qu'il y a aussi des instituts qui signalent, des éducateurs. Vous avez la proportion? Oui. Alors, je me suis intéressée effectivement aux assistantes sociales de secteur et aux assistantes sociales scolaires. Et sur l'arrondissement où j'étais. Alors, tout dépend où on prend les proportions. C'est-à-dire que si on prend les proportions au niveau des cellules signalement des conseils généraux, et ce sont les données qu'ont l'audace, on a en gros la majorité des signalements. Mais si on regarde effectivement au niveau du parquet, à ce moment-là apparaissent d'autres types de signalants qui sont vraiment l'éducation nationale avec effectivement les instituteurs, les hôpitaux et la police, qui sont les trois autres sources de signalement très importants. Moi, là où j'étais, la consigne était plutôt que les enseignants ne signalent pas tout seuls, mais à partir du moment où il y avait des assistantes sociales dans les établissements scolaires, c'était un peu elles qui portaient cette mission-là. Et donc, il y avait très peu de signalements purement éducation nationale. En règle générale, les enseignants faisaient appel à l'assistante sociale qui après prenait le relais. Voilà. Pardon ? Oui, maintenant, effectivement, c'est plus comme ça. Donc, effectivement, il faudra adapter ce que j'ai dit par rapport au rapport à la justice, etc. Mais le fait de déléguer à d'autres, je pense que ça se pose quand même un peu potentiellement de la même façon. Mais on délègue à des travailleurs sociaux, donc ça change un peu la donne quand même. Oui. J'ai trouvé très intéressant, donc vous montrez cette approche liée à l'individu finalement, plus que tout. Et je voulais savoir si dans la tentative finalement d'objectivation, et vous parlez des protocoles, des procédures que l'on peut mettre en place, est-ce qu'on arrive à ce qu'il y ait une certaine homogénéité, équité, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire une fois qu'on sait ça, qu'est-ce que l'on fait? Oui. C'est ça ma question. Alors, deux choses. Effectivement, l'idée, c'était bien de montrer les variations entre professionnels au sein du même groupe, mais ce n'était pas de retomber sur l'idée de l'individu en tant que tel. C'est-à-dire, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ce n'était pas une question de personnalité ou de seuil de tolérance, c'est qu'on pouvait l'expliquer par des phénomènes de socialisation un peu plus généraux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire que oui, malgré tout, il y a un socle commun extrêmement important. C'est-à-dire, là, j'ai fait le choix de mettre l'accent sur les différences et les variations qui renvoient quand même à des cas d'incertitude bien particuliers, mais il y a quand même, pour la grande majorité des cas, elles sont d'accord sur ce qu'il faut faire et elles agissent de la même façon. C'est-à-dire, il ne faudrait pas sortir de mon intervention en pensant que c'est l'arbitraire total. Pas du tout. Il y a une vraie culture commune, partagée, et par rapport à des révélations d'abus sexuels ou par rapport à des cas de négligence très lourde, etc., elles ont toutes la même démarche, qui est de signaler, etc. Donc, alors après, comment agir sur ces variations? C'est compliqué. De toute façon, la volonté de standardisation qui vient du haut se heurtera toujours à la façon dont les professionnels sur le terrain s'approprient
ces procédures et ils se les approprient d'autant plus facilement que ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'ils font en termes de pratique d'écriture, de rapport aux usagers, etc. Donc je pense que voilà, la capacité de standardisation totale, elle est quand même limitée. L'autre élément, c'est que ces variations créent des inégalités, parce que c'est vrai que malgré tout, certaines familles sont signalées à un endroit et ne l'auraient peut-être pas été à d'autres ou vice-versa, pour des cas bien particuliers. En même temps, c'est ce qui fait aussi, j'ai envie de dire, la richesse, entre guillemets, du travail social, c'est-à-dire que le fait que les assistantes sociales n'aient pas forcément la même façon de travailler fait que l'une va pouvoir accrocher avec une famille et ne pas forcément aller jusqu'au signalement, alors qu'une autre aurait forcément été jusqu'au signalement, parce que voilà, la diversité d'approches rend aussi possible le traitement de la diversité des familles, en quelque sorte. Enfin, je ne sais pas si ça répond aussi à ça. Oui, alors là où, dans le département où j'étais, il y avait des formes de collégialité avec ce qui s'appelait des commissions enfance, où elles échangeaient les regards, et donc ça crée de la jurisprudence collective, hein, ça permet d'homogénéiser les critères, mais ça n'était pas n'importe quelle assistante sociale qui se pliait au jeu de la collégialité et qui allait présenter ces situations. Donc on retrouvait des usages différenciés de cette instance, à moins de la rendre obligatoire, etc., ce qui est effectivement encore l'autre possibilité. Merci d'abord pour votre intervention. Moi, ça m'a drôlement interrogé. Je trouve ça intéressant et inquiétant, l'effet générationnel, là. Avec des nouvelles formations, on est plus dans le partenariat et plus dans la préoccupation des informations préoccupantes, quoi. Sachant que le nombre d'informations préoccupantes et de prise en charge à eux ne fait qu'augmenter. C'est quand même une question dans la profession. Est-ce qu'il y a une machine à placer qui serait liée à la légitimité des institutions et des professionnels? Et du coup, ma question, c'est par rapport à ces deux générations de professionnels. Vous avez parlé du lien entre